D'ailleurs, le président Mitterrand, aujourd'hui à Vienne, lui rend hommage tout en la mettant en garde contre le terrorisme commis en son nom. Les problèmes de l'emploi et de l'industrie au centre des débats du comité directeur du Parti socialiste réuni aujourd'hui. La hausse du dollar, la reprise confirmée de l'économie américaine accélère la flambée de la devise clé du système monétaire international. La mort d'Alfred Kastler, prix Nobel de physique et père du laser. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'accalmie de l'actualité en ce samedi, une prise d'otage qui finit bien et un drame humain qui n'en finit pas. Tout a commencé ce matin à Cassis d'une manière peu banale. Un universitaire marseillais de renom avait pris en otage, fusil de chasse au poing, son avocat, pour obtenir le retour de son fils, dont les magistrats avaient décidé il y a plusieurs mois de confier la garde après leur divorce à son ancienne épouse. Dominique Thiers. Pendant plus de 6 heures, un homme de 60 ans, désespéré, a tenu en otage dans cette maison l'avocat de son ex-femme qui vit aujourd'hui au Canada. Hier, les autorités consulaires canadiennes étaient venues au domicile de cet universitaire, René Charmasson, pour y chercher son fils, Luc, et l'emmener sous escorte policière à l'aéroport de Marignane, direction le Canada. La justice avait confié il y a plusieurs mois l'enfant à la mère, mais depuis près d'un an, René Charmasson refusait qu'il parte au Canada. Le professeur s'est rendu en fin d'après-midi, après de longues et pénibles négociations. C'est un homme qui souffre. Ce gosse lui a été enlevé dans des conditions qu'il estime tout à fait incorrectes. C'est vrai que c'est un homme brisé. Et dans ces conditions, on a eu beaucoup de mal, bien qu'il soit un scientifique, à lui faire retrouver toute sa raison. Le petit Luc, 9 ans, va pouvoir maintenant rejoindre sa mère, qu'il n'a pas revue depuis décembre 82. René Charmasson a donc pu voir son fils pendant un quart d'heure avant d'être conduit au parquet de Marseille. L'enfant, en principe, devrait, selon l'arrêt de la cour d'appel, rejoindre sa mère au Canada. On imagine son état. Les drames ainsi provoqués par la séparation des parents et les décisions judiciaires qui attribuent la garde des enfants à l'un ou à l'autre, ces drames sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nos mœurs évoluent, sans que toujours l'actualité s'en empare. C'est l'occasion en tout cas de réfléchir sur un phénomène de plus en plus apparent, celui des pères divorcés qui veulent eux aussi leurs enfants. Jérôme Bonny. Manuel a maintenant 13 ans. Sur ses photos, il en avait 6. Son père sait qu'aujourd'hui, devenu adolescent, il ne ressemble plus beaucoup au petit garçon blond qu'il était il y a 7 ans. Pourtant, ses souvenirs de vacances déjà anciens sont tout ce qui lui reste de Manuel, disparu avec sa mère qui en avait la garde. Depuis 7 ans, je ne sais pas où se trouve mon fils. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en vie, parce qu'à la mairie du lieu de sa naissance, il n'est pas mort, il n'est pas mis mort, c'est tout. C'est tout ce que je sais de mon fils. Je ne réussis pas à combler cette absence. C'est un vide absolu que personne ne peut remplir. Les années 70 ont vu le nombre de divorces en France plus que doubler. 41 000 divorces prononcés en 1970, 92 000 en 1982. Aujourd'hui, un mariage sur 4 se termine par un divorce. Dans les 9/10 des cas, c'est la femme qui obtient la garde des enfants. Il est vrai que l'homme la revendique moins souvent, mais lorsqu'il le fait, les chances ne sont pas égales. Lorsque les deux la demandent, s'il y a, on peut dire, égalité, c'est-à-dire qu'il y a autant d'avantages pour les enfants à être avec l'un qu'avec l'autre, très souvent la garde des enfants est confiée à la mère. Parce que il faut bien dire que pour une mère, ne pas avoir la garde de l'enfant, c'est très mal ressenti par elle-même et par son entourage, surtout en province et dans beaucoup de milieux. Bien que les divorces par consentement mutuel soient devenus les plus nombreux, le problème de la garde des enfants reste crucial. La loi a peu évolué dans ce domaine avec sa terminologie quasi carcérale attribuant à l'un des époux la garde, à l'autre un droit de visite.
La loi indique que l'enfant sera séparé d'un de ses parents. Et c'est cela qu'il faut changer. Tous les parents de maintenant, tous les jeunes pères, jeunes mères, veulent vivre autrement plutôt que d'être exclus. Il faut qu'il y ait une avancée de la loi pour correspondre aux mentalités des gens. 3 propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale dans le but de légaliser la garde conjointe, c'est-à-dire de prolonger l'autorité des 2 parents après le divorce. Une partie de la jurisprudence accorde déjà la garde conjointe, mais seulement dans 4% des cas. Nous avons rencontré un de ces cas. Avoir un droit de visite pour ses enfants, alors qu'on les aime, qu'ils vous aiment, je trouve ça absolument insensé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire adopter par le juge la garde conjointe. Et nous y avons réussi assez facilement, je dois le dire. Nous avons eu un juge à Paris, une juge en l'occurrence, une dame très gentille qui a très bien compris. Il faut dire que nous avions réglé tous nos problèmes avant. Nous avions liquidé notre patrimoine, nous avions loué 2 appartements à 200 mètres dans le même quartier. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est un problème très très important. Si les enfants sont éloignés, ils prennent des habitudes dans leur sphère, dans leur horizon, à proximité de chez eux, et ils perdent le contact avec le parent qui n'est pas là. La garde conjointe est donc une solution idéale, mais seulement à certaines conditions, notamment un minimum d'entente entre les parents. Elle rencontre aussi des obstacles d'ordre législatif. Pourtant, la société évolue, les rôles du père et de la mère changent, et un assouplissement de la loi en matière de garde des enfants semble de plus en plus inéluctable. Encore un drame du même ordre à Richard-Ménil, en Meurthe-et-Moselle. Plus de 500 personnes ont manifesté aujourd'hui pour que la garde d'Aurélie, une petite fille de 5 ans, soit laissée à ses grands-parents maternels, contrairement aux recommandations d'un rapport médico-social. La France veut en toutes circonstances rappeler l'identité arménienne marquée par le grand drame du génocide. Cette affirmation, sans précédent officiel à un tel niveau, donne la mesure de l'hommage rendu aujourd'hui par le président Mitterrand à la communauté arménienne française. Un hommage assorti d'un message bien précis, puisque le chef de l'État a fait directement allusion aux actes de terrorisme qui ont pu être accomplis en France au nom de la cause arménienne, ainsi l'attaque du consulat turc à Paris en septembre 81, dont les auteurs doivent passer en jugement dans 8 jours. Monsieur Mitterrand était aujourd'hui l'invité surprise des Arméniens de la ville de Vienne, qui célébrait selon la tradition le Noël arménien aujourd'hui. Bernard Pradino. Invitation surprise, mais chaleureuse. Monsieur Mitterrand, accompagné de Monsieur Mermaz, le maire de Vienne, a évoqué dans son hommage la tradition, la culture arménienne, mais aussi son identité que la France soutient devant les organisations internationales. Votre peuple a souffert, a dit le chef de l'État, mais vos enfants aujourd'hui sont aussi bien français. Il ne doit y avoir entre nous ni malentendu ni violence. Parfois, devant certains drames qui se sont produits, où la cause arménienne a été, à mes yeux, dévoyée par la violence, je me disais, mais il n'y a pas de malentendu. Il ne peut pas y avoir de malentendu entre les Arméniens et la France. La France est une terre d'accueil. Les quelques éléments qui, généralement venus de l'extérieur, veulent pratiquer à l'égard de la France, qui n'a pour responsabilité que d'avoir été amicale, des actes de violence dont nous souffrons tous. Ce n'est pas une méthode acceptable et assurément je ne l'accepterai jamais. Je disais, il n'est pas possible d'effacer la trace du génocide qui vous a frappé. Il faut que cela s'inscrive dans la mémoire des hommes. Il faut que ce sacrifice puisse, pour les plus jeunes et les plus petits, servir d'enseignement et en même temps de volonté de survivre. Auparavant, dans la matinée, M. Mitterrand avait visité une entreprise qui fabrique des robots, la CEMI, filiale d'Alstom, près de Lyon. Tout le monde s'y est mis, la commune, le département, l'État et les ingénieurs de l'entreprise. 50 robots aujourd'hui, qui intéressent les États-Unis et le Japon, 300 à 400 par an bientôt.
L'usine est également créatrice d'emplois. C'est une réussite technique, a dit M. Mitterrand, symbole de la vitalité française dans ce secteur. Cette visite présidentielle dans une entreprise de robotique qui embauche de la main-d'œuvre illustre bien la priorité assignée à l'effort gouvernemental en matière d'emploi, mais aussi de mutation industrielle, deux impératifs qui sont souvent difficilement conciliables. Les problèmes de l'emploi à la lumière du conflit Talbot ont précisément dominé aujourd'hui la réunion du comité directeur du Parti socialiste. Jean-Michel Mercurol. Les leçons à tirer du conflit Talbot ne pouvaient être qu'au centre du débat économique et social qu'ont eu aujourd'hui les responsables socialistes. Débat mené avec la présence des ministres concernés, Jacques Delors, Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius. D'entrée de jeu étaient dénoncées les opérations de débordement et de surenchère syndicale par Jean Popren, qui, sans nommer la CFDT, a critiqué l'attitude de ceux qui demandent plus de réalisme au gouvernement et qui portent des coups à la première épreuve sur le terrain. Jean Popren accordant en revanche un bon point à l'attitude du PC dans ce conflit. Plusieurs orateurs ont reconnu ensuite un manque de concertation avec les syndicats, qu'il faudra à l'avenir mieux associer à la préparation des mutations en cours. Georges Sarr parlant d'une négociation globale type Grenelle, Pierre Bérégovoy mettant l'accent sur un dialogue social par secteur et par bassin d'emploi. Selon Jacques Delors, enfin, si la politique syndicale n'est peut-être pas une réussite, le gouvernement peut et doit aider le syndicalisme à sortir de la crise dont il souffre aujourd'hui. Au moment où d'autres dossiers de rénovation industrielle se profilent à l'horizon sur le charbon, la sidérurgie, les chantiers navals, avec leurs prolongements sociaux, les socialistes ont cherché aujourd'hui les chemins et les méthodes de gagner le pari de la modernisation économique au moindre coût social. Les licenciements, c'est plus l'échec de la modernisation passée qu'un indice de modernisation. Et le gouvernement n'est pas responsable de ces échecs, il doit les affronter parce qu'il est l'intérêt général et les pouvoirs publics, et qu'il ne peut refuser, évidemment, de prendre en compte ces problèmes. Et donc l'idée qui ressort de ce comité directeur du Parti socialiste, c'est qu'il ne faut pas céder à la mode des restructurations ou des mutations, il faut les préparer en discutant avec les entreprises, publiques ou privées, et avec les syndicats. 4 millions d'emplois nouveaux en un an. Le chiffre donne la mesure de la reprise économique dont bénéficie depuis plusieurs semaines l'économie américaine, durement éprouvée pourtant, comme les autres économies occidentales, par la crise et le chômage. La reprise économique sera le meilleur argument électoral de Ronald Reagan, qui se prépare à la campagne électorale pour les élections présidentielles américaines de la fin de l'année. Le dossier Édouard Laure. 1983-1984, une Amérique, une fois de plus, qui ne cesse d'étonner. À tous les sceptiques qui doutaient de la reprise de l'économie américaine, il ne reste pour se justifier qu'un seul chiffre à mettre en avant, le déficit du budget. Aux prévisions initiales, il y a 3 ans, d'un budget en équilibre pour 84, la réalité des chiffres fait apparaître un déficit de 190 milliards pour l'an dernier, sans doute plus de 200 milliards pour 84. Pour le reste, à commencer par le dollar, personne n'ose s'aventurer à prédire jusqu'où il va grimper. Les comptes du secteur industriel, dont 72% sont en bénéfice. Le chômage qui, mois après mois, ne cesse de décroître. Et Wall Street, qui jour après jour pulvérise ses propres records, symbole de la confiance des investisseurs. Une euphorie qui, bien entendu, se retrouve au niveau de la consommation et qui a fait apparaître, fin décembre, des ventes records. Les meilleures ventes au détail depuis 6 ans. Ventes record aussi dans l'automobile, 20% de plus qu'en 82. Un secteur clé qui se retrouve en augmentation pour la première fois depuis 4 ans. Vrai aussi pour les ventes de quelques-uns des constructeurs européens aux États-Unis, Volvo, Mercedes, BMW. Corollaire de cette reprise économique, le chômage, à 10,8% il y a quelques mois, il est tombé aujourd'hui à 8,4%. Personne n'y croyait, mais pour beaucoup, le prix payé pour cette reprise reste très élevé. On a laissé le pays en récession pendant 3 ans. On a créé un chômage de 13 millions de personnes, on a paralysé la plupart des usines et on a mis l'industrie à plat. Et si avec ça on ne peut pas vaincre l'inflation, c'est qu'on ne peut rien faire. Et donc l'inflation, elle aussi, moins de 4% pour l'an dernier, son plus bas niveau depuis 71. Elle était montée à 12,5% en 80.
Et avec à l'appui de ces chiffres, de ces résultats pour 83, une estimation pour 84 d'une croissance économique de 4,5%. C'est un peu moins que le chiffre global de l'an dernier, 6%, mais juste assez pour éviter une surchauffe de l'économie américaine et les risques que cela pourrait avoir sur l'inflation. Les responsables de la Maison-Blanche entendent bien contrôler cette reprise économique tout au long de cette année, car ce sera essentiellement sur ce dossier que Ronald Reagan se représentera, on le saura officiellement dans 3 semaines, aux élections de novembre 84. L'accélération de la reprise américaine n'a pas que des conséquences heureuses pour les autres économies occidentales qui pourtant en bénéficient. La hausse continue du dollar. Hier encore à Paris a battu un nouveau record à 8,56 francs. La hausse du dollar pèse d'autant plus sur notre économie que cette tendance à la hausse dure depuis plusieurs mois. Philippe Sassier. Oui, Christine. Effectivement, cette reprise économique américaine que vient de nous montrer Édouard Lord et cette rénovation industrielle fournissent tous les deux un nouveau motif de hausse pour le dollar, qui est un des rouages essentiels de notre vie quotidienne à tous. Et cette semaine, Jacques Delors a reconnu lui-même que les États-Unis avaient pris 5 à 10 ans d'avance sur l'Europe en matière industrielle. Mais quand même, hier soir à New York, quand le dollar a frôlé les 8 francs 60, je dis bien 8 francs 60, tout le monde s'est posé la question de savoir s'il s'agissait d'un mouvement de folie passagère ou bien s'il fallait vivre tout au long de 1984 avec un dollar très élevé, c'est-à-dire, Christine, très au-dessus de 8 francs. Et bien sûr, un dollar trop cher compromettrait dangereusement les objectifs déjà très ambitieux du gouvernement en matière de prix et de salaire, des objectifs qui est de 5% d'inflation pour l'année qui vient de commencer. Effectivement, et cet objectif sera difficile à tenir, il est même, disent certains observateurs, assez irréaliste. Mais 1984 est placé sous le signe de la lutte anti-inflation et en fixant 5% de hausse, Jacques Delors a surtout voulu frapper les esprits. Cette semaine, Pierre Mauroy a donné les différents mécanismes de hausse et de prix et de salaire pour 1984, je vous les rappelle. Pour les salaires, la norme est donc de 5%, mais cette hausse prendra en compte les primes d'ancienneté et de technicité, c'est vous dire si quand même cette norme est sévère. Pour les prix, la norme est identique, mais Jacques Delors a déclaré jeudi dernier qu'il voulait accélérer la libéralisation des prix industriels au premier semestre afin qu'au mois de juillet, 70% de ces prix soient libres. Un dollar qui serait trop fort va peser sur le coût de nos importations, sur le prix de nos carburants et donc gêner cette lutte contre l'inflation. Elle va aussi gêner, Christine, la diffusion dans le monde occidental de cette reprise américaine que nous venons de voir. Les prix du pain et de la semoule restent les mêmes en dinars. Le président Bourguiba a sauvé hier son régime en annulant les hausses qui avaient provoqué en Tunisie de graves émeutes ces jours derniers. Le Premier ministre Mohamed Mzali, dont on disait hier qu'il était démissionnaire, a été au contraire conforté dans ses fonctions aujourd'hui. Sur place à Tunis, Gérard Rinet. Ce soir, à Tunis, on a assisté à un second coup de théâtre politique. Après le renversement de la situation hier par le président Bourguiba en sa faveur, on s'attendait à la démission du Premier ministre qui avait été désavoué par les propos du combattant suprême. Eh bien, non, le Premier ministre Mohamed Mzali est ce soir conforté et il prend même la direction du ministère de l'Intérieur. Alors, faut-il y voir une simple opération politique ou bien la volonté du président Bourguiba de jouer la continuité ? Cette seconde hypothèse est sans doute la plus vraisemblable, car le Premier ministre est un homme de caractère difficilement remplaçable aujourd'hui. De ce fait, il se retrouve aussi renforcé dans son rôle de successeur du combattant suprême. Alors, la seule conclusion, si conclusion il y a, c'est que pour le moment, si le calme est revenu sur le pays, on est aussi revenu au point de départ. Les problèmes économiques restent entiers. À Paris et à Marseille et à contretemps, puisqu'en Tunisie la situation semble stabilisée depuis hier, plusieurs centaines de travailleurs et d'étudiants tunisiens ont manifesté aujourd'hui leur encouragement aux émeutes populaires. Encore des bombardements aujourd'hui à Beyrouth entre l'armée et les milices antigouvernementales. À Damas, nouvelles négociations pour tenter d'aboutir à un plan de pacification entre les différentes factions libanaises. Il s'agit d'un conflit qui couve depuis des années, d'un dossier diplomatique particulièrement épineux qui occupe les Nations Unies et aussi d'une région du monde qui, pour des raisons stratégiques,
politique et minière est d'une importance capitale. L'Afrique du Sud a lancé il y a quelques jours une offensive militaire importante au sud de l'Angola contre les maquisards namibiens qui, avec l'assistance des troupes angolaises et cubaines, s'apprêtaient comme tous les ans à entrer en action. Et comme chaque fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné le raid sud-africain. Bernard Benjamin. Nous sommes ici à environ 200 km à l'intérieur du territoire angolais. L'armée sud-africaine vient d'effectuer une opération extrêmement meurtrière contre un camp de la SWAPO, les nationalistes africains. Bilan, 324 morts angolais, cubains ou membres de la SWAPO et 7 soldats sud-africains tués au cours des combats. C'est l'un des raids les plus meurtriers lancés par les troupes de Pretoria, un raid qui intervient à un moment clé dans ce que l'on appelle la guerre de la Namibie. La Namibie, c'est cette ancienne colonie allemande au sud de l'Angola, un pays qui est en fait sous la coupe directe de l'Afrique du Sud. Son indépendance a été réclamée à de nombreuses reprises par les Nations Unies. Or, jusqu'à présent, Pretoria a toujours refusé de retirer ses troupes du pays, et pour 2 raisons. La première, c'est l'existence d'un mouvement de guérilla namibien, la SWAPO, basé en Angola, soutenu par l'Union soviétique, et qui lance des raids à intervalles réguliers sur la Namibie. Deuxième raison, la présence de 35 000 Cubains en Angola, venus prêter main forte à l'armée angolaise dans sa guerre contre l'UNITA, une organisation qui conteste l'orientation marxiste-léniniste du régime de Luanda. Or, il y a tout juste un mois, l'Afrique du Sud faisait une offre de cessez-le-feu à l'Angola. En substance, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, M. Botha, disait « Nous n'attaquerons plus votre territoire si de votre côté, vous empêchez la SWAPO d'attaquer la Namibie ». En clair, cela revenait à refuser à la SWAPO un droit quelconque sur la Namibie. La réponse n'allait pas tarder. L'Angola et la SWAPO rejetaient la proposition sud-africaine. Dès lors, l'engrenage infernal reprenait. Une situation qui risque bien de durer encore longtemps, une guerre qui risque fort de provoquer de nombreuses victimes. Il avait 81 ans, il aimait les animaux, mais aussi les hommes. Il était l'une des gloires de la physique française et un prix Nobel avait couronné ses travaux en 1966. Alfred Kastler est mort aujourd'hui. Patrick Esther. Les rues de Colmar, l'une des promenades préférées d'Alfred Kastler. Celui qui laissera son nom parmi les plus grands de la physique française est né il y a 81 ans à côté d'ici, à Guebwiller. Pour ses parents, pas l'ombre d'un doute, leur fils sera poète. Tout le long de sa vie, Alfred Kastler conservera la nostalgie de son Alsace natale. Comme un autre Alsacien qu'il admirait, Albert Schweitzer, Alfred Kastler sera un humaniste convaincu. Pacifiste acharné, opposant farouche à la bombe atomique, il inscrira son nom sur toutes les pétitions en faveur du tiers-monde et de toutes les causes perdues. Ami de nombreux écrivains alsaciens, il a finalement publié lui-même, il y a quelques années, un ouvrage de poésie en langue allemande. C'était un peu une confession au moment de l'occupation de la France par l'armée hitlérienne. Ça m'a donné un tel choc émotif que j'ai senti l'obligation d'exprimer ça, d'exprimer ces sentiments dans les poèmes. 1966, la gloire. Le prix Nobel de physique récompense ses travaux sur le pompage optique, c'est-à-dire la source d'énergie qui permit la réalisation du laser. Alors qu'est-ce que c'est que le pompage optique? Mon Dieu, c'est tout ce que je peux dire, peut-être à des noms scientifiques, c'est une interaction entre lumière et matière. Alfred Kastler n'est pas l'inventeur du principe du laser, mais ses travaux ont permis son développement technique. Parti de ce laboratoire de physique installé à l'école normale supérieure où travaillait Kastler, le laser a conquis tous les domaines. Médecine, chirurgie, activité militaire, recherche fondamentale, industrie mécanique, chantier naval et même spectacle. Le laser est l'une des inventions les plus marquantes du XXe siècle. Celui qui lui a donné la vie est mort ce matin. Passons au sport maintenant, en commençant par le rallye Paris-Alger-Dakar. 5e étape aujourd'hui entre Tamanrasset et Iferouane. Côté voiture, l'équipage Metz Lemoine sur Porsche est en tête. Côté moto, le Berge Raillé sur BMW. Un superbe exploit pieds nus
en athlétisme. La Sud-Africaine Zola Budd a battu le record du monde du 5000 mètres de plus de 6 secondes. Malheureusement pour elle, son record ne sera pas homologué. Olivier Ray. Malgré les pieds nus, car elle court pieds nus, Zola Budd a réalisé un exploit. Mais c'est presque un exploit pour rien. Son record du monde du 5000 mètres ne sera pas homologué, car Zola Budd est sud-africaine et son pays a été exclu de la Fédération internationale d'athlétisme pour cause d'apartheid. Quoi qu'il en soit, à 17 ans, Zola Budd a pulvérisé de plus de 6 secondes l'ancien record détenu par l'américaine Mary Decker en parcourant les 5000 mètres en 15 minutes, 1 seconde et 83 centièmes. Malgré cette brillante performance, Zola Budd n'a pratiquement aucune chance de participer aux grandes épreuves internationales, à moins qu'elle ne change de nationalité comme l'a fait avant elle un de ses compatriotes, Sidney Mary. Zola Budd, qui est étudiante, a d'ailleurs reçu plusieurs propositions d'universités américaines. Il n'est donc pas impossible qu'elle quitte bientôt l'Afrique du Sud. Et vous avez bien vu, elle courait nu-pied. Ski au pied, mauvaise journée pour les descendeurs français. Chez les hommes, c'est le Suisse Reber qui a remporté la descente de l'Axe, comptant pour la Coupe du Monde, devant l'Autrichien Klamer et l'Italien Maire. Premier français, Philippe Verneret, 20e. Chez les dames, à Puy-Saint-Vincent, victoire de la Canadienne Jerry Sorensen devant l'Autrichienne Witzum et la Suissesse Waliser. La Française Caroline Attia est 16e. Les résultats du tiercé couru à Vincennes aujourd'hui, le 12, le 3, le 5, 5 francs placés dans l'ordre vous rapportent 21 562 francs 50 et dans un ordre différent 4 312 francs 50. Il y aura un autre tiercé demain, toujours à Vincennes. Ce dimanche à Vincennes, dans le prix de Ercilly, il s'agit d'une course au trot attelé longue de 2600 mètres qui réunit des chevaux et des juments âgés de 6 ans, les L. Voici le pronostic que je vous propose dans cette épreuve. Avec tout d'abord Little Fish, que je place en tête de ma sélection, car je sais que son entraîneur Jean-Pierre Viel l'a préparé tout spécialement pour cette épreuve. Et puis bien sûr l'Odéamus et l'Azuli, qui ne devraient pas décevoir. Ensuite je ferai confiance à la cour, Jean-Claude Allais, son entraîneur, compte sur lui. Et pour terminer ma sélection, Ludon, Lilo, Liane du Chapeau et l'Azur. Tous ces chevaux porteront les numéros 14, 6, 8, 4, 15, 5, 19 et 20. Parlons du temps de demain, Alain Gillot-Pétré. Avec un ciel de traîne. Qu'est-ce que c'est qu'un ciel de traîne? Eh bien, je propose de le regarder sur la photo satellite. Un ciel de traîne, c'est ce qui reste à la traîne d'une perturbation qui a traversé la France. Voici la perturbation aujourd'hui, à 13 h. La photo de la Météo nationale date de 13 h, donc de l'Aquitaine au nord-est. La traîne, c'est ceci. C'est donc ces nuages de traîne, des cumulus congestus et éventuellement des cumulonimbus. Et ça donne quoi? Ça donne la carte de demain. C'est-à-dire un temps pas trop mauvais le matin, mais un temps instable l'après-midi, surtout de la Manche au nord-est, aux Alpes et à la Corse, avec des éclaircies, certes, localement belles, mais aussi beaucoup de passages nuageux, accompagnés de pluie, de neige sur tous les reliefs, mais de pluie et neige mêlées, même à basse altitude, car les températures vont fraîchir, vous allez le voir dans un instant. Sur le golfe du Lion, disons du Roussillon à la Côte d'Azur, ce sera du beau temps grâce au Mistral assez fort. Quelques chutes de neige encore sur les Pyrénées, des nuages qui vont rester accrochés, mais de la Bretagne au Pays de la Loire, à la Gironde et au sud du Massif central ainsi qu'au Pays Basque, ce sera un ciel beaucoup plus en éclaircie avec davantage de soleil. Le baromètre est en hausse, le thermomètre lui est en baisse sévère. Il va faire froid, moyenne nationale 4 degrés. Ça vraiment, prenez votre petite laine pour demain. De 1 à 2 degrés au nord-est, c'est le minimum, et 13 degrés prévus en Corse à Bastia. Un copieux agenda pour demain, je m'en délecte par avance. Demain dimanche 8 janvier, 2 minutes de soleil en plus. Levé 8 h 42, couché 17 h 11. C'est l'épiphanie, vous serez marraine Christine, c'est la Sainte Peggy qui existe vraiment, et vous ne serez pas opposé, n'est-ce pas? Vous ne serez pas opposé à ce que je souhaite la fête de Sainte Gudule, qui est la patronne de Bruxelles, bien sûr. Absolument. Voilà, c'est fini. Il faut garder la couronne, là. Oui, oui, mais... Voilà, à 23h15, Hervé Claude vous présentera notre dernière édition et parlera cinéma avec Serge Tubiana, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, à l'occasion du dernier film de Federico Fellini. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.